Bonjour à tous. Avant de faire cette petite présentation sur l'eau dans les volcans, je vais me présenter en quelques mots. Je suis niçois d'origine, donc j'ai fait mes études à Nice. J'ai commencé avec les 2 premières années de fac à l'université de Nice. Et puis, comme ce qui me plaisait avant tout, c'était les volcans, je me suis orienté à l'université à partir de la 3e année de l'université. Je me suis orienté à Clermont-Ferrand, où j'ai fait mon master en volcanologie. Euh, Après quoi, j'ai fait un break entre le master et ma thèse. À l'époque, le service militaire était obligatoire. Mais je suis parti en coopération scientifique. Ça s'appelle CSN, Coopérant Service National. Alors, pour information, ça existe toujours, c'est-à-dire que même si vous voulez pas faire votre service militaire, vous avez la possibilité de partir en tant que, alors ça s'appelle plus CSN, ça s'appelle VSI, ça s'appelle Volontaire au Service International. Et le gros avantage, c'est que vous partez pour faire de la science à l'étranger. Donc, je suis parti comme ça 2 ans au Pérou avec l'IRD, qui est un institut français, l'Institut de recherche pour le développement. Donc j'ai fait 2 ans comme ça en volcanologie au Pérou après mon master de Clermont-Ferrand, et puis je suis rentré ensuite à Clermont-Ferrand pour faire ma thèse de doctorat en 3 ans. On va un petit peu parler de tout ça ensemble sur les circulations de fluides à l'intérieur de volcans. Et après mon doctorat, je suis parti, j'ai fait 3 ans d'expérience à l'étranger, en Italie, en post-doctorat, donc 1 an et demi à Naples, 1 an et demi à Palerme. Et puis en 2005, à partir de 2005, j'ai eu le concours comme maître de conférence à l'Université de La Réunion. Donc je suis depuis enseignant-chercheur à l'Université de La Réunion. Le thème d'aujourd'hui, c'est explorer l'eau des volcans. Alors, pourquoi l'eau? Parce que c'est organisé par la Vigie de l'eau, et c'est justement ma thématique d'étude. Donc, dit d'une manière un petit peu plus scientifique, on va parler de l'étude de la structure interne des volcans par le biais des systèmes hydrothermaux. Alors, hydrothermaux, dans le mot, il y a eau, il y a hydrothermaux, c'est-à-dire les circulations d'eau chaude à l'intérieur donc des volcans. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce intéressant d'étudier ces circulations d'eau à l'intérieur des volcans? Vous avez un dynamisme que vous connaissez peut-être bien, le dynamisme strombolien. C'est le volcan actif le plus proche de la France, en activité permanente, le Stromboli en Italie, qu'on peut visiter. On peut s'approcher, les touristes s'approchent à 300 mètres des bouches. Et le passage d'un dynamisme strombolien à du dynamisme surtséien, c'est-à-dire extrêmement explosif, se fait tout simplement, si vous regardez ce graphe nous donne l'énergie libérée par un style de dynamisme. Donc vous avez à gauche le strombolien, au milieu vous avez le surtséien. Ce qui fait la différence et ce qui fait passer d'un dynamisme à l'autre, regardez bien à gauche, vous êtes en échelle logarithmique, c'est-à-dire que vous multipliez l'énergie par 1000, tout simplement en faisant varier légèrement le rapport entre la quantité d'eau en masse par rapport à la quantité de magma. Alors, le dynamisme le moins explosif de tous, c'est le dynamisme hawaïen, défini à Hawaï sur le Kilauea, et qui est présent aussi là où je travaille, sur le piton de la Fournaise. Vous avez ce même type de dynamisme de type hawaïen, et la chose la plus classique pour ce dynamisme hawaïen, ce sont des grandes coulées de lave, ici, comme on peut le voir sur le piton de la Fournaise, ou bien là on est plus dans le style cascade de lave et des fontaines de lave sur le Kilauea à Hawaï. Faut pas oublier que ces dynamismes, c'est d'une manière la plus courante, c'est ce qu'on peut voir sur ces 2 volcans. Mais regardez, là, on est bien toujours sur le piton de la Fournaise. On est en 1961, c'est du dynamisme fortement explosif. Ici, on est bien à Hawaï, on est sur le Kilauea en 1924. Mais pourquoi aller jusqu'en 1924? Il y a qu'à voir ce qui se passe. Il y a depuis quelques semaines sur le Kilauea à Hawaï, vous avez donc un dynamisme ultra explosif. Dans les 2 cas,
cette explosivité est liée à quoi? Elle est liée à l'interaction entre de l'eau et du magma. Si vous vous rappelez un petit peu, il y a quelques années, en Islande, ce fameux volcan Eyjafjallajökull en Islande, l'éruption de 2010, un volcan qui a paralysé toute l'Europe pendant une semaine. C'est un volcan aussi avec un dynamisme de type hawaïen. Pourtant, il a envoyé donc des cendres jusqu'à plus de 9 kilomètres dans l'atmosphère. Et ben cette interaction, c'est complètement, enfin cette manifestation volcanique, c'est tout à fait atypique pour un volcan de type hawaïen. La seule particularité, c'est qu'on est en Islande et qu'au-dessus des volcans, vous avez des glaciers et que forcément, quand un volcan de ce type va reprendre de l'activité, vous allez avoir une très forte interaction au magma, l'eau venant évidemment du glacier qui se situe juste au-dessus du volcan. Alors, si on regarde un petit peu les désastres volcaniques historiques les plus importants, vous en avez trois. Santorin, qui a abouti carrément à l'extinction d'une civilisation. Le Tambora, en Indonésie, qui a fait 60 000 victimes. Le Krakatau, en 1882, en Indonésie aussi, qui a fait 36 000 victimes. Vous avez un point commun entre ces trois volcans qui ont été les trois désastres volcaniques historiques les plus importants. Le point commun entre ces trois volcans, c'est tout simplement, dans les trois cas, d'être une petite île volcanique. Et qui dit petite île volcanique dit forcément interaction qui va être favorisée entre l'eau et le magma, l'eau de mer dans ce cas présent, et le magma lorsqu'il remonte. Et dans les trois cas, ce qu'on a à faire, on a affaire à un dynamisme particulièrement explosif lié à l'interaction tout simplement entre ces deux corps, donc du magma à 1200 degrés et de l'eau de mer qui va être vaporisée brutalement et être responsable de ce dynamisme explosif. Un événement particulier, en 1980, le mont St. Helens aux États-Unis qui s'effondre et qui va produire une éruption particulièrement violente. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du volcan, vous avez donc de l'altération hydrothermale, vous avez de l'eau qui circule à très haute température, qui fragilise le volcan, qui argilise le volcan, et vous avez la conséquence, c'est cette éruption catastrophique, phénoménale, qui s'est produite au mont St. Helens en 1980. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir l'approche pour détecter les circulations de fluides à l'intérieur des volcans. Alors, de quel fluide va-t-on parler? J'ai commencé à présenter le sujet. L'eau, évidemment, va faire partie de ce thème. Pourquoi mettre en évidence l'eau à l'intérieur des volcans et comment va-t-on y arriver? Alors, quelle sorte de fluide? On va voir ça ensemble. Pourquoi est-ce important de détecter ces fluides? Bien entendu, le fluide le plus abondant à l'intérieur d'un volcan, c'est l'eau. Son origine, à 99,99%, c'est de l'eau d'origine météorique, c'est-à-dire c'est de l'eau qui est à l'extérieur du système, qui va rentrer dans le système et qui va éventuellement remonter sous forme de vapeur d'eau, de fumerolles, etc. Et puis vous avez un autre gaz, un autre fluide important qui est présent sous forme gazeuse, qui est le dioxyde de carbone, qui est tout simplement un gaz d'origine magmatique. Lorsque le magma va remonter, vous allez avoir ce gaz, ce CO2 qui va se sortir, s'exsolver, on va dire, qui va sortir des magmas sous forme gazeuse et qui va remonter à l'intérieur d'un édifice volcanique. Alors, on va s'intéresser à voir les relations entre ces circulations d'eau qui viennent de l'extérieur et ces circulations de CO2 qui vont percoler, qui vont se dissiper à l'intérieur du volcan. Alors vous en doutez, la relation entre ces deux choses, pour qu'un fluide puisse couler, il faut tout simplement qu'il y ait une perméabilité plus grande. Donc, il va y avoir un lien forcément entre ces deux paramètres, entre l'eau et le gaz à l'intérieur d'un volcan.
Alors, pourquoi détecter ces circulations de fluides? Eh ben, les volcans, vous en doutez, c'est pas un simple tas de sable. Ce sont des milieux qui ne sont pas homogènes. Ce sont des milieux qui ont une histoire complexe. Donc, on va vouloir étudier donc justement la distribution de perméabilité à l'intérieur d'un volcan et cette information sur la structure interne d'un volcan, on va pouvoir la faire grâce à cette étude sur la circulation d'eau à l'intérieur d'un volcan. Alors, on se pose la question, comment détecter simplement des circulations de fluides à l'intérieur d'un volcan? Alors, la première méthode, la méthode pour détecter la circulation d'eau à l'intérieur d'un volcan, c'est une méthode très simple. Elle s'appelle la polarisation spontanée. C'est pas plus compliqué que lorsque vous testez une pile et vous regardez est-ce qu'elle est toujours bonne ou pas. Vous mesurez quoi? Vous mesurez une différence de potentiel. Eh ben, c'est exactement ce qu'on va effectuer sur un volcan. Sur un volcan, on va se brancher littéralement sur ce volcan. Alors, on le fait par le biais d'électrodes, sinon les mesures ne fonctionnent pas bien. Une électrode, c'est juste le moyen de se connecter au sol de manière propre d'un point de vue électrique. Et on va mesurer des différences de potentiel. Alors, ces différences de potentiel, elles sont liées à quoi? Je vous ai dit, vous avez donc de l'eau météorique lorsqu'il pleut, qui va tomber sur le sol. Cette eau va s'infiltrer dans le sol et vous savez que le sol, les roches sont constituées de minéraux. Et les minéraux, donc vous allez avoir un phénomène qui va se produire, le phénomène dit d'électrofiltration. Alors c'est quoi ce mot bizarre? Eh ben lorsque vous avez de l'eau qui va s'infiltrer dans la roche, dans un minéral, vous savez que tous les minéraux sont électriquement neutres. Et par contre, l'interaction de l'eau avec un minéral va avoir une conséquence, va faire déplacer des charges électriques. Et dans notre cas, dans le cas des roches volcaniques, toutes ces charges électriques qui vont se déplacer, ça va être majoritairement des charges électriques positives qui vont se déplacer dans le sens de circulation de l'eau. C'est-à-dire qu'on va polariser la pluie, tout simplement, qui va s'infiltrer dans le sol, va polariser le sol et on va avoir des anomalies parce que la répartition de ces charges électriques va dépendre directement de ces circulations d'eau à l'intérieur du sol. Et grosso modo, voilà ce que vous avez lorsque vous traversez un volcan de part en part en faisant des mesures de polarisation spontanée. Vous voyez que vous avez une zone dite hydrogéologique. Lorsque vous vous éloignez, vous montez en altitude, vous allez vous éloigner de ces charges positives qui vont descendre en profondeur jusqu'à arriver à la zone saturée en eau. Et la conséquence, si vous vous éloignez de charges positives, vous allez diminuer en potentiel. Et puis, lorsque vous allez rentrer dans le système hydrothermal, vous allez avoir cette anomalie positive. Alors concrètement, on va se déplacer au sud Pérou, on va se déplacer sur le volcan Misti, qui se situe près de la ville d'Arequipa. Alors cette ville d'Arequipa, c'est la deuxième ville du Pérou, plus d'1 million d'habitants. Un volcan, un colosse de 5822 mètres d'altitude qui surplombe cette ville du Pérou. Vous voyez très proche. Vous avez le centre-ville de la ville d'Arequipa qui se situe à juste 17 kilomètres du sommet de ce volcan actif. C'est quand même très très proche. Et on a effectué sur ce volcan un travail de polarisation spontanée. Alors vous le voyez ici sur ce modèle en 3 dimensions. On peut le voir en carte. Voilà ce que ça donne en carte. Vous voyez sur cette carte, vous avez un minimum de polarisation spontanée qui fait le tour, avec ces pointillés rouges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous franchissez ces pointillés rouges, vous avez des charges positives qui se rapprochent de la surface, c'est-à-dire que vous avez de la vapeur d'eau qui est surchauffée et qui va remonter. Alors, ce qui est assez intéressant de voir, c'est l'ampleur de ce système hydrothermal. On a affaire à un système hydrothermal de 6 km de diamètre. Donc, vous imaginez l'énergie qu'il y a au sein de volcans pour pouvoir chauffer de l'eau et vaporiser de l'eau, et ça de manière permanente, en continu, sur 6 km de diamètre.
Alors on va changer de pays, on va partir en Italie sur le volcan Stromboli qui se situe au nord de la Sicile. Alors c'est une petite île qui fait 12 km², 3 km par 4. Et c'est une île qui est parfaitement bien connue de par sa géologie, ses différentes limites de cratères, de zones d'effondrement, de calderas, de failles. Et sur ce volcan, on a réalisé deux types d'études. Une carte de polarisation spontanée pour voir les circulations d'eau sur ce volcan et une carte de CO2. Je vous parlais de CO2 tout à l'heure. Le CO2 est d'origine magmatique, essentiellement d'origine magmatique sur un volcan. Alors, nous avons réalisé sur ce volcan des méthodes de gaz diffus, c'est-à-dire que vous voyez, on utilise une seringue. On va donc littéralement pomper à 50 cm de profondeur du gaz dans le sol et on va injecter ce gaz du sol dans cette petite mallette noire. Et si on l'ouvre à l'intérieur de cette mallette noire, vous avez tout simplement des spectromètres infrarouges qui vont nous donner des concentrations en parties par million de ce CO2 présent dans le sol. Alors, on va voir ensemble le profil est-ouest qui recoupe nord-est-sud-ouest plutôt, qui recoupe l'ensemble de l'île. Et voilà ce que l'on obtient. Alors, vous voyez à gauche, vous avez la topographie. Vous avez la tendance générale, c'est lorsqu'on compare les circulations d'eau et de gaz dans un volcan, eh ben on a cette particularité. On va avoir, vous voyez ici, des minima en polarisation spontanée. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit que dans un volcan, vous allez avoir des circulations de charges positives. Si vous avez votre potentiel qui diminue, ça veut dire que vous vous éloignez brutalement de ces charges positives. Ça veut dire que au niveau de ces différentes anomalies, A1, A2, A3, A4, vous avez de l'eau qui s'infiltre en profondeur. Vous avez des zones où cette eau s'infiltre de manière préférentielle. Et sur ces mêmes zones, vous voyez que vous avez le pendant avec des anomalies en gaz du sol, en CO2, qui vont remonter. Donc vous avez ces anomalies A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4. Bref, vous avez des zones préférentielles où vous allez avoir à la fois de l'infiltration d'eau météorique et des remontées de gaz carbonique à l'intérieur d'un volcan. Alors, voilà, du coup, ce qu'on peut obtenir comme information, on va obtenir des limites structurales, des limites de structure d'anciens cratères, des failles tectoniques qui recoupent un volcan. Et le long de ces limites plus perméables, on va avoir des circulations de fluides. Parfois, c'est l'eau qui descend et le gaz qui remonte, mais bien entendu sur ces mêmes zones de faiblesse. Alors, en dehors de la polarisation spontanée et du CO2, on va s'intéresser aussi à d'autres méthodes telles que la température, la tomographie de résistivité électrique. Je vais vous en dire deux mots, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. On va tenter de coupler toutes ces méthodes pour arriver à mieux comprendre comment circule l'eau à l'intérieur d'un volcan. Alors, la tomographie de résistivité électrique, vous connaissez normalement en première S déjà le principe. La résistivité électrique, c'est quoi? C'est l'opposition que va faire le terrain à conduire le courant électrique. Et la théorie, vous la connaissez, vu qu'en physique, en première S, vous avez vu forcément la loi d'Ohm, U égale RI. Et ben nous, on applique exactement cette même loi, mais en 3 dimensions, dans les 3 dimensions de l'espace, mais la physique est exactement la même. Donc, on va injecter avec des batteries du courant dans le sol et on va récupérer une différence de potentiel pour en récupérer l'inconnu qui, dans notre cas, c'est pas la résistance, mais c'est la résistivité, donc des ohmmètres, pour voir donc cette résistivité du sous-sol. Alors concrètement, ça veut dire que on va parcourir un volcan, on va le traverser de part en part, de la façon la plus rectiligne possible, en y mettant des câbles, en descendant, comme on peut le voir ici à gauche de l'image, à l'intérieur de cratères. Et puis, on va réaliser d'autres méthodes complémentaires, les méthodes de flux de CO2, comme vous pouvez le voir ici sur cette image, les méthodes, on l'a vu ensemble, de concentration de CO2 dans le sol, des méthodes de température, tout simplement à 30 cm de profondeur, on va voir si on a de la vapeur d'eau qui remonte. Souvent, il y a des choses exceptionnelles qui se passent à 30 cm de profondeur
dans le sol. On ne voit strictement rien en surface, mais vous avez parfois des grandes surprises sur ce que vous avez juste sous les pieds, à quelques dizaines de centimètres sous les pieds. Alors, on va rester sur ce volcan Stromboli qu'on va traverser de part en part en utilisant, donc là vous avez le profil jaune qui va nous permettre, donc avec ce grand câble, d'imager la structure interne de notre volcan. Alors, pourquoi on est toujours sur la thématique de l'eau ? Vous le savez très bien, l'eau est un conducteur. Vous savez très bien que le danger d'électrocution lorsque vous prenez une douche et surtout pas utiliser le sèche-cheveux en même temps. Donc là, c'est justement cette propriété de conduire le courant électrique qu'on va utiliser pour avoir une imagerie de l'intérieur du volcan, une imagerie qui va être éclairée grâce à l'eau, qui va être en fait le seul conducteur que l'on va retrouver à l'intérieur d'un volcan et qui circule à l'intérieur de tout un édifice volcanique. C'est justement l'eau que l'on cherche à détecter. Alors voilà ce que ça donne avec ces méthodes. Vous voyez, vous avez tout un panel de couleurs qui va du bleu. Ce sont les valeurs de plus faible résistivité, c'est-à-dire si c'est faiblement résistif, ça veut dire que c'est conducteur, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau. Et de l'eau conductrice, c'est justement ces fameux systèmes hydrothermaux, c'est cette fameuse eau chaude minéralisée qui va circuler à l'intérieur d'un volcan. Alors, bien entendu, ce que vous voyez au niveau de ce volcan Stromboli, ce bleu foncé qui arrive jusqu'en surface, vous en doutez, c'est justement ce qu'on appelle le système hydrothermal. Alors pour en être sûr, l'idéal en géophysique, en volcanologie, c'est de coupler des méthodes. On va pas faire qu'une seule méthode, mais justement, on va coupler avec d'autres méthodes. Alors voilà les 4 autres méthodes que je vous ai présentées, qu'on couple avec cette imagerie. On peut parler de scanner de l'intérieur d'un volcan. Vous voyez que vous avez des anomalies ici en concentration de CO2, en flux de CO2, en polarisation spontanée et en température. Vous avez cet alignement magnifique de ces 4 anomalies qui est associé à ce corps bleu qui arrive en surface, qui est bien entendu la localisation de cette présence, de ce réservoir d'eau chaude, de vapeur d'eau qui remonte à l'intérieur d'un volcan. Alors, vous l'avez compris, si vous avez de la vapeur d'eau qui remonte à tel ou tel endroit, si on doit résumer la stratégie de cette étude, l'objectif premier, c'est l'étude de la circulation des fluides, de l'eau en général, dans les volcans. À partir de cette circulation, on va obtenir une image précise des zones de faiblesse à l'intérieur d'un volcan. Et une fois qu'on connaît ces zones de faiblesse à l'intérieur d'un volcan, l'étape suivante, ça va être d'installer du matériel de surveillance de façon stratégique, évidemment, sur les endroits les plus faibles. Vous en doutez, lorsqu'un volcan va reprendre d'activité, c'est bien entendu les zones les plus faibles qui vont casser, qui vont soit permettre à du magma de remonter d'une façon atypique vers la surface, soit permettre à un volcan de glisser, des glissements de flanc d'îles volcaniques, il y en a partout dans le monde. Donc, vous comprenez toute la stratégie qu'il y a dans l'étude de cette circulation de l'eau à l'intérieur des volcans. C'est connaître les zones de faiblesse de ce volcan pour faire de la surveillance adaptée par rapport à chaque volcan. Il faut connaître ses particularités, connaître ses zones de faiblesse, on va dire, pour pouvoir le surveiller de la façon la plus pointue possible. Alors, la localisation de ces zones à fort contenu en eau, elle va nous permettre, vous l'avez compris, de connaître où sont situées aussi ces réserves d'eau à l'intérieur d'un volcan. Et vous l'avez compris avec l'introduction de ma présentation, ça va nous permettre aussi de mieux comprendre l'interaction et le risque potentiel d'interaction sur un volcan entre l'eau et du magma. C'est pas toujours de l'interaction entre de l'eau de mer et du magma. Vous avez aussi l'interaction entre un système hydrothermal, un système aquifère, toute cette eau qui arrive sous forme de pluie sur un volcan, qui s'infiltre à l'intérieur d'un volcan. Et l'importance d'imager, de localiser cette eau dans un volcan est primordiale au niveau du risque volcanique.
Je vais vous donner une particularité de ce projet Wairou sur cette localisation de sites ensevelis par l'éruption du volcan Huayna Putina en 1600 au sud du Pérou. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 3 ans maintenant. C'est un projet qu'on réalise en collaboration avec Clémentine et Adrien. Donc Clémentine Bacry est avocate au barreau de Paris. Adrien Normier est pilote de ligne à Air France et tous les deux, ils ont monté une association Wings for Science, ou en français des ailes pour la science. Alors ce sont des passionnés qui parcourent le monde pour aider les scientifiques. Alors ils ont des projets dans toutes les catégories. Ils ont voyagé un petit peu partout dans le monde et ils sont associés à ce projet-là. Alors là, vous pouvez les voir avec leurs moyens de locomotion favoris, le pétrel. Et dans le cadre de ce projet au Pérou, vu que c'est des hautes altitudes au Pérou, on est dans la cordillère andine. Ils n'ont pas fait appel. Alors j'ai fait appel à eux et donc ils sont venus. Ils ont dit on va changer de moyen de locomotion. Ce coup-ci, on va monter au sommet du volcan à pied et on va prendre des drones. Alors ils ont des drones. Ils sont venus avec des drones Parrot. Alors évidemment, ils n'ont pas fait que de l'image dans le visible. On a fait aussi de l'imagerie thermique avec entre autres un collègue, Raphaël Antoine, que vous pouvez voir aussi sur cette image. Adrien a des talents de pilote embarqué, mais aussi de pilote de drone. Donc, grâce à leur collaboration, on a pu aussi faire avancer énormément la connaissance sur ce volcan Huayna Putina avec l'obtention d'imagerie thermique. C'est pour la première fois avec eux que un drone de ce style a pu dépasser les 6000 mètres d'altitude avec de l'imagerie exceptionnelle thermique donc de ces zones. Combien de temps il a fallu à peu près pour étudier le volcan près de la Sicile? La Stromboli, oui. Le Stromboli, c'est le volcan sur lequel j'ai commencé à travailler. Lorsque j'étais en 3e année de fac, j'ai voulu travailler sur un volcan actif. La première chose que je demandais à mes profs lorsque je suis arrivé à Clermont-Ferrand, je voulais absolument faire l'été une mission sur un volcan. Alors, j'en ai parlé à tous les profs. Est-ce qu'il y avait la possibilité de participer à une mission en volcanologie? Et à mon grand désespoir, il y avait personne qui partait sur un volcan cet été-là. Alors, j'ai changé la donne. J'ai dit ok, j'y vais avec mes moyens, je me débrouille. J'ai choisi le volcan le plus proche. En étant à Nice, en France en général, le volcan actif le plus proche, c'est le Stromboli. Donc, j'ai donné ma destination et j'ai demandé à des profs s'il y avait des profs qui pouvaient me donner un sujet et une instrumentation pour que je puisse aller bosser sur ce volcan-là. Et donc j'ai eu 2 profs qui étaient intéressés. Il y a un prof en sismologie, sismo-acoustique, qui m'a dit écoute, si tu veux, moi je te passe tout le matos. Et puis un autre prof en méthode électrique qui m'a dit si tu veux, je te donne le matériel en polarisation spontanée. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, lorsque je suis parti en mission, j'ai dû décider entre ces 2 méthodes. Mon choix il a été vite fait. Vu qu'on n'était que 2 à partir, la sismologie, il y avait des batteries, panneaux solaires, etc. On avait beaucoup trop de matériel à transporter à 2 en train. C'était infaisable. Donc, en fait, j'ai choisi les méthodes électriques pour un simple problème de poids, parce que c'était plus léger à transporter. Et ce qui est drôle, c'est que depuis, j'ai continué dans les méthodes électriques et j'ai développé les méthodes de tomographie, de résistivité électrique. Alors là, on n'a plus affaire à 4-5 kilos de matériel, on a affaire à 700 kilos de matériel. Donc, vous pouvez le voir éventuellement si vous allez regarder il y a un film sur la très grosse mission qu'on a fait l'année dernière. C'est un film de 33 minutes qu'on a fait sur le Piton de la Fournaise. Si vous allez sur le site forscienceprod.com, vous allez pouvoir voir la mise en place et la réalisation d'une très grosse mission. C'est une vingtaine de personnes, évidemment. Déplacer 700 kilos de matériel, on a eu au début l'aide de l'hélico pour déplacer ce gros tas de matériel, mais ensuite nous débrouiller.
sur des terrains à 45 degrés, parfois avec des pentes assez hallucinantes, pour imager un volcan, donc à grande échelle. Donc, j'ai pas répondu exactement à votre question. Combien de temps il a fallu pour étudier ce volcan Stromboli? J'ai commencé lorsque j'étais en 3e année de fac, c'est-à-dire en 94, et j'ai pas fini d'étudier. Alors pourquoi? Parce que les méthodes évoluent, c'est ça qui est fantastique. Lorsque j'étais en première année jusqu'à 5e année de fac, le matériel qu'on avait, ça n'a strictement rien à voir avec le matériel dont on dispose depuis 10 ans. L'électronique a fait des bonds en avant, c'est fantastique ce qu'on peut réaliser sur un volcan. On ne pouvait pas le réaliser il y a 15 ans. C'est clair. Et du coup, ce que j'ai réalisé il y a 10 ans, dans 10 ans, ce sera obsolète aussi, parce qu'on va pouvoir réaliser des choses plus profondes, réaliser du 3D. Alors, on a fait une grosse étude d'un volcan aussi en Italie qui s'appelle le Vulcano en 3D. C'est ce sont des très grosses manips aussi à mettre en place. Mais là aussi, la technologie, l'informatique est en train, le Wi-Fi, le fait de pouvoir travailler avec des stations qui vont pouvoir communiquer entre elles avec une facilité assez déconcertante, nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance, d'être beaucoup plus précis. Et je pense que même lorsque je serai proche de la retraite, je ne pourrais peut-être pas terminer de travailler sur le volcan Stromboli. C'est un volcan passionnant, en plus magnifique. Je vous conseille, en tant que Français, je pense que s'il y a un volcan qu'on doit visiter, c'est bien le Stromboli. Il est en activité permanente, comme un geyser. Donc tous les 15-20 minutes, vous avez une éruption au sommet. C'est vraiment quelque chose de splendide. Donc, si jamais vous avez une destination et que les volcans vous intéressent, je vous conseille vivement Stromboli. Moi, ça a été mon premier volcan et un de mes préférés. Ah, moi, ça date de l'âge de 12 ans. À l'époque, il y avait au cinéma, il y avait un réseau de conférences qui s'appelait Conférences du Monde. Et j'ai vu un film de Katja et Maurice Kraft. Donc j'ai eu la chance de voir de leur vivant un film de Katja et Maurice Kraft. Et c'est vraiment ça qui m'a donné la flamme pour la volcanologie. Et puis depuis, j'ai continué, je me suis inscrit en fac et puis voilà. Du coup, en tout, vous avez dû faire combien d'années d'études? Je commence toujours par ça lorsque j'ai mes étudiants en première année de fac, sur cette notion qui généralement effraie tout le monde, sur le nombre d'années d'études. En fait, je considère qu'il n'y a pas arrivé à 4 ans et demi, on peut plus parler d'années d'études. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez à 4 ans et demi, vous êtes en master 2. Bon, 4 ans et demi après le bac, bien entendu. Lorsque vous êtes en master 2, le 2e semestre du master 2, on peut plus appeler ça des études, vous allez travailler sur un sujet de recherche. Et depuis quelques années, vous le savez peut-être ou pas, je sais pas, vous êtes financé, c'est-à-dire que vous avez un petit salaire déjà à partir du master 2. Donc même si vous avez toujours le statut d'étudiant, moi je parle plus vraiment d'études, c'est-à-dire que vous allez vous faire plaisir à partir de la 2e année du master 2. Après vous enchaînez avec une thèse c'est 3 ans, mais là encore est-ce qu'on peut parler d'études? Non, vous allez vous faire plaisir, vous êtes payé et vous allez tout simplement étudier le domaine qui vous passionne, c'est l'objectif d'une thèse. Après une thèse, généralement, avant d'être embauché, alors si vous parlez d'années d'études, avant d'avoir un CDI, un contrat à durée indéterminée, la moyenne c'est de faire 3 ans de post-doctorat à l'étranger. Mais là encore, c'est un contrat, vous êtes payé, c'est une expérience fantastique, vous partez dans un pays étranger, donc j'ai choisi l'Italie parce que j'avais déjà adoré depuis ma 3e année de licence, donc j'ai voulu continuer en Italie. Donc j'ai fait 3 ans de post-doctorat et puis ensuite j'ai eu mon concours de maître de conférence à l'université de La Réunion. J'ai envie de dire les postes, la pression en tant que volcanologie, si vous faites du très bon travail, vous êtes motivé,
Il n'y a pas de problème de chômage ou quoi que ce soit. Si vous cherchez à l'international, il y a énormément de possibilités. Après, c'est vous qui vous donnez des contraintes. C'est sûr que si vous voulez absolument rester en France, si vous voulez en plus rester à Clermont-Ferrand parce que vous êtes auvergnat d'origine, etc. Bon, bah c'est vous qui vous mettez effectivement des complications entre guillemets. Mais la volcanologie, comme beaucoup de métiers en sciences de la Terre, dès que vous avez une application par rapport à la société concrète, c'est-à-dire que la volcanologie, pourquoi il y a des métiers, il y aura toujours des métiers à l'avenir. Les villes s'agrandissent, le risque volcanique est de plus en plus important. Il y aura aucun pays dans le monde où on n'aura pas de surveillance volcanologique. Donc forcément, si vous regardez à l'international, vous vous spécialisez dans un domaine, vous aurez forcément un job à l'international en volcanologie. Qu'est-ce qu'on peut dire de la structure hydrothermale du piton de la Fournaise justement, et qu'est-ce que éventuellement on a pu en déduire, ou quelles avancées on a pu avoir de l'étude hydrothermique du volcan sur lequel vous êtes? Très intéressant. Alors, je reviens de mission. Donc, la première partie de l'étude, vous allez pouvoir la visualiser sur le site For Science Pod. Cette année, on a eu de la part des collègues de Clermont-Ferrand qui travaillent en interférométrie radar. C'est quoi? C'est des méthodes satellites qui nous permettent de voir la déformation d'un volcan. On a eu une information qui est assez palpitante, c'est-à-dire que le piton de la Fournaise, depuis 2016, on a un système qui est en train de se mettre en place comme ça en marge d'escalier, c'est-à-dire qu'on a un système de failles qui se décale en direction de l'est. Alors, ce système est actif depuis 2016. Donc, vous imaginez très bien ces problématiques de déstabilisation d'édifices volcaniques en mer. C'est des choses au niveau de la communauté scientifique internationale, on n'a aucun recul. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui se produisent de manière très rare. Dans un passé récent, il y a Stromboli en Italie en 2002-2003, mais ce sont des petits volumes. Sur une déstabilisation de tout un flanc d'un édifice volcanique, on n'a que très peu de recul. Donc là, on a installé, il y a quelques jours, on a fait les premières mesures avec un étudiant que je suis en Master 1. On est en train de mettre en place un système de surveillance sur l'évolution de la perméabilité de ces fluides. Donc exactement les mêmes méthodes que je vous ai présentées à l'instant. On va voir comment dans le temps évolue la perméabilité de ces fluides, et évidemment on va comparer ça avec ce qu'on voit depuis l'espace, donc voir ces déformations et comment le système est en train d'évoluer en déplacement vertical. Donc c'est passionnant, c'est une coïncidence que ce projet coïncide avec la mise en évidence tout récemment de ce système de fracturation actif du piton de la Fournaise, actif depuis 2016, c'est tout récent. On avait un déplacement, le déplacement, lorsque vous avez un magma qui va rentrer dans un volcan, vous allez avoir forcément un déplacement du flanc est, mais là on a un système qui se fracture. Alors pour l'instant, les déplacements, on est en train de parler du millimètre, mais c'est des systèmes qui se fracturent sur plusieurs centaines de mètres de long. Donc, évidemment, c'est à suivre de près. Vous imaginez très bien que l'effondrement d'un flanc d'un édifice volcanique a des conséquences, c'est le pire qui puisse se produire sur un volcan. Les conséquences immédiates, ce sont les tsunamis. On l'a vu, alors pour des causes sismiques, mais ce qui s'est passé en 2004 à Sumatra, lorsque vous avez un séisme en mer, les conséquences sont les mêmes. Vous allez ravager toutes les côtes par un tsunami. Donc là, on sait très bien que des événements de grande ampleur, les collègues de Clermont-Ferrand l'ont déjà modélisé. Sur Saint-Denis, par exemple, ça serait une vague qui monte à peu près à 40-50 mètres de haut. Donc, vous imaginez très bien, hein, c'est un cube d'un kilomètre cube que vous lâchez dans l'eau, forcément. Vous ravagez toutes les côtes, mais ça se limite pas qu'à la Réunion. Vous allez comme ça, de proche en proche, Maurice et dans tout l'océan Indien. Donc c'est un gros projet
Ce système de failles s'est mis en place justement sur le système hydrothermal, là où on a les circulations de ces fluides chauds. Vous savez que de l'eau chaude qui va circuler dans des roches va altérer ces roches. Le produit final d'altération d'une roche, c'est de l'argile. Et lorsque vous avez de l'argile sur un plan de glissement, forcément, ça glisse. Et ça glisse dans l'endroit où, pour le piton de la Fournaise, l'endroit qui est, c'est le flanc est, donc le plus ouvert en direction de la mer. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre avec beaucoup d'attention dans les années qui viennent. Heureusement, à La Réunion, on a un observatoire, l'observatoire volcanologique du piton de la Fournaise, qui fait partie des observatoires les mieux instrumentés au monde. Donc, il y a de la surveillance en permanence et des stations GPS. Il y a plus de 100 stations qui envoient en permanence de l'information à l'observatoire. Donc, on espère, bien entendu, que si on devait avoir un phénomène d'aussi grande ampleur, on verra bien entendu des précurseurs, mais c'est une grande question donc qu'on va suivre de très très près sur le piton de la Fournaise dans les prochaines années.